l'émission scientifique de Toxin, Alexandre Pugnage d'Aproval. Chers amis de Toxin, bonjour, bienvenue à l'écoute de votre émission de curiosité scientifique. J'ai deux bonnes nouvelles, chers amis auditeurs de Toxin. Eh bien, la première, c'est que nous continuons pour une nouvelle saison. C'est la première de cette saison. Merci beaucoup à Toxin de me faire confiance et de me permettre de continuer cette émission pleine de découvertes. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est le grand plaisir que j'ai de recevoir aujourd'hui Patrice Pouillard. Bonjour Patrice Pouillard. Bonjour. Patrice à tous. Pouillard, vous êtes réalisateur, producteur et comme je le dis à nos auditeurs, c'est un grand plaisir pour moi parce que moi je vous suis depuis de très nombreuses années pour vos films qui suscitent un intérêt toujours débordant, qui nous apprennent beaucoup de choses, qui nous interrogent beaucoup. Alors, le plus connu, c'est évidemment La Révélation des pyramides, qui date déjà de 2010, ça fait 15 ans, mine de rien. Puis Bâtisseur de l'Ancien Monde. Et moi, que j'aime particulièrement, c'est Barabar. On va en parler peut-être un peu tout à l'heure de ce film Barabar qui se trouve en Inde. Et donc, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, ce sont des films d'archéologie, disons-le. Moi, j'ai voulu qu'on intitule cette émission avec Patrice Pouillard, l'archéologie réinventée, parce que pour moi, vous êtes un véritable archéologue. Alors, je rappelle ce que c'est que l'archéologie. C'est la science du passé, tout simplement. Et c'est une science récente qui apparaît au 19e siècle, parfois un peu poussiéreuse, bizarrement. Il y a eu une mainmise de grands savants du 19e, mais qui, parfois, ont donné quelques idées un peu préconçues sur beaucoup de choses. Et vous avez ce grand mérite, c'est d'aller voir sur site, sur pièce, les choses avec votre caméra, ce que je disais. Votre métier, c'est réalisateur. Et de regarder les choses telles qu'elles sont, d'essayer de les... de les regarder avec votre œil de réalisateur. Première question, Patrice Pouillard, déjà, comment ça vous est venu, cette volonté d'aller voir ces choses-là, ces pyramides, ces cavernes? Vous allez nous dire ce que c'est Barabar, parce que l'origine, on a l'impression que c'est une sorte de caverne un peu archaïque, mais en fait pas du tout. Enfin bref, je vais vous laisser parler parce que vous avez plein de choses à dire. Alors, l'archéologie réinventée, je ne sais pas, ça va pas plaire à beaucoup de personnes. Moi, je ne me prétends pas archéologue, je ne suis pas archéologue. Simplement passionné par ces sujets, par ces questions-là. Et j'y suis allé complètement par hasard parce qu'au départ, je travaillais dans la pub, j'étais réalisateur de pub. J'écrivais des scénarios et je me destinais au cinéma. En tout cas, c'est ça qui m'intéressait, ce que j'avais envie de faire. Et parce que j'adore raconter des histoires et qui plus est, des histoires qui enseignent et qui peuvent nous permettre de développer de l'empathie. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Et puis, j'ai croisé la route de quelqu'un qui m'a parlé du sujet et au départ, c'est la curiosité. À ce moment-là, je ne savais pas du tout qu'on pouvait se poser des questions sur... Je savais que les pyramides d'Égypte, les constructions au Pérou, tout ça, c'était mystérieux. J'avais vu Les Cités d'Or, la série, le dessin animé quand j'étais adolescent, enfin enfant. Et donc, tout ça m'intéressait, mais honnêtement, je ne me posais pas plus de questions que ça. Je me disais, OK, on ne sait pas, c'est mystérieux, voilà. Mais ce n'est pas si mystérieux que ça, en fait. Et je pense que c'est aujourd'hui ce qui reste un peu... on ne sait pas comment la Grande Pyramide a été construite, mais de savoir comment ils l'ont fait, ça ne va pas changer la face du monde. Voilà, c'est globalement ce que tout le monde pense. Et donc, j'y suis allé comme ça, par la curiosité. Et puis là, j'ai été confronté à des choses très concrètes qui sont un bloc de 100 tonnes à 4000 mètres d'altitude, les dalles de granit de 70 tonnes de la chambre haute, du granit qu'on est allé chercher à 900 km à Aswan. 70 tonnes, juste pour qu'on se fasse une idée, c'est deux gros poids lourds, quoi. Ouais, deux gros poids lourds, deux gros 38 tonnes donc chargés. Voilà. Et qui, ce granit qu'on est... Alors, c'est une chose que je répète depuis la révélation des pyramides. On est allé le chercher à 900 km à Aswan. Donc, on aurait sorti des blocs de un peu plus que 70 tonnes, parce que normalement... En général, on ne taille pas au départ, on taille plutôt à l'arrivée. Comme ça, si on perd le bloc ou s'il se casse, on ne perd pas le fruit de la taille. Voilà. Ce qui peut arriver. Oui, surtout si on veut le charger sur un bateau. C'est quand même compliqué de charger un bloc de 70 tonnes sur un bateau. Et ensuite, on arrive au bas du site de Gizeh. Là, on a 40 mètres de dénivelé à monter pour se trouver au pied de la Grande Pyramide. Et puis ensuite, on va le monter à 50 mètres de hauteur dans la Grande Pyramide.
Pour faire cette chambre haute en granit, il y a un peu plus de 1300 tonnes de granit, dont les linteaux du plafond sont composés, c'est des blocs qui font 70 tonnes. Et donc vous doutez bien qu'on ne va pas mettre le bloc et puis en disant allez vas-y fais-le bouger un petit peu, on n'est pas bien en place comme on bougerait un frigo ou une armoire. 70 tonnes, ça ne se bouge pas comme ça. Et on a une chambre qui a des dimensions qui sont tenues, précises, parfaitement horizontales et verticales, et qui est rien que ça, c'est déjà une prouesse. Quand on sait ce qu'il faut comme grue de nos jours pour bouger une dalle de 70 tonnes, voilà, c'est les questions qui m'ont fait plonger dans le sujet. C'est pas autre chose, hein. C'est la taille des blocs, les moailles de l'île de Pâques, on a un moaille de 80 tonnes. Alors un moaille, parce que encore une fois, on ne sait pas tout ce que c'est un moaille. Qu'est-ce que c'est un moaille? Les moailles, l'île de Pâques est célèbre justement pour ses statues de géants, parce que l'île de Pâques, c'est une toute petite île qui est perdue en plein cœur du Pacifique et sur lequel on a à peu près 1000 moailles. Donc il y en a un paquet qui sont encore enterrés, et puis il y en a qui sont debout. C'est des géants de pierre et le plus grand fait taillé en un seul bloc à chaque fois. Bloc, voilà. C'est des trucs assez impressionnants. C'est des statues qui font le plus gros, mesure un peu plus de 8 mètres de hauteur et il pèse 80 tonnes. Voilà, il a été déplacé sur 1,5 km. Et sur donc là, une île qui fait quelques kilomètres carrés et paumée dans le Pacifique. Ah oui, en plein cœur du Pacifique. Elle fait 24 km sur à peu près 17 et 17. Voilà. C'est une île qui a d'autres particularités, hein. Il y avait une écriture pour un tout petit peuple. On pense qu'il y avait 7000 personnes. En Polynésie, il n'y avait pas d'écriture et les habitants de l'île de Pâques seraient des Polynésiens qui auraient atterri ici. Bon, je raconte tout ça dans BAM, hein, l'histoire qui, moi, me fascine parce que comment on part à l'aventure, faire 4000 km en pirogue et on arrive, il suffit qu'on dévie, si tant est qu'on ait pu avoir une direction, qu'on dévie de 1/10 de degré et on rate l'île. Et si on rate l'île pour atteindre la côte pacifique du Pérou, il y a encore 3700 km de plus. Donc, c'est pas rien. Et puis là, arrivé là-bas... on décide de s'y installer. C'est pas vraiment, même si on la montre souvent comme ça, c'est pas vraiment une île tropicale. Hein, la plupart du temps, le climat est assez dur et il n'y a qu'à voir les falaises qui sont ravagées, dévastées, parce qu'il y a beaucoup de vent, enfin, la puissance de la mer est autour. Et puis ces gens-là décident de réaliser des statues. Des statues énormes. Hein. La plus grande fait 22 mètres de hauteur. Elle pèserait, si on l'avait sortie, 250 tonnes. Elle n'a jamais été sortie de sa gangue et je me dis mais pourquoi ils ont fait une statue aussi grande et comment ils comptaient la déplacer Et pour terminer ça, il y a encore deux choses. Il y a les colosses de même nom qui font 750 tonnes qui sont en Égypte, qui sont posés sur deux plateaux, des deux socles qui font chacun 550 tonnes, qui auraient été transportés sur 600 km. Ça, c'est ce que dit l'archéologie académique. Comment on transporte un bloc de 750 tonnes sur 600 km? Voilà les questions que je me suis posées. Mais même encore aujourd'hui, est-ce qu'on serait capable de le faire? Oui, bien sûr, on est capable de le faire. On transporte même 2000 tonnes. Et d'ailleurs, on interroge dans la série des spécialistes du transport et du levage moderne. Donc, on fait complètement différemment. Mais... Alors ça Patrice Pouillard, c'est un point qui est extrêmement intéressant dans votre travail. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, donc je répète, hein, Révélation des pyramides, bâtisseurs de l'Ancien Monde, c'est BAM hein, dont vous parliez, c'est l'acronyme, BAM. Et Barabar, on parlera de ce que vous avez fait au Pérou juste après, et ce que vous allez faire là, de votre actualité prochaine. Mais ce qui est passionnant dans vos films et dans votre démarche, c'est que précisément, comme dirait notre ami André Berkoff, vous avez question à tout. En fait, vous n'arrivez pas du tout avec une vision préconçue. Et c'est pour ça que je voulais... vous avez tiqué quand j'ai parlé d'archéologie réinventée. Mais justement, vous n'avez pas cet a priori de l'archéologie livresque. Vous n'avez pas, disons, ce passé... universitaire, donc vous ne calez pas sur ce que vous voyez un savoir préconçu et vous arrivez sur place et vous vous dites mais comment c'est possible? Ce qui est vraiment génial dans vos films, c'est que vous y allez avec des gens qui ont le savoir-faire d'aujourd'hui, des artisans, des logisticiens, des ingénieurs qui se disent mais nous, si on devait faire la même chose aujourd'hui, comment on ferait? Est-ce que ça serait possible? Et ils viennent, ils regardent, ils touchent, ils essayent d'évaluer les solutions pratiques, logistiques, etc. Donc, d'une part, c'est très appréciable pour nous qui ne connaissons pas, parce que c'est une manière de découvrir les choses par le regard de professionnels.
Mais vous, comment vous en êtes venu justement à cette démarche-là, en fait un peu, comment dire, presque intuitive, de se dire, mais voilà, on touche et on se pose cette question, mais comment c'est fait, au lieu d'essayer de trouver du sens. Je prends la question, pardon, je parle trop, après je vous laisse parler. Non, il y a juste 20 questions là. Des pyramides. Par exemple, on nous a dit, les pyramides, c'est des tombeaux. Ouais. Vous, votre démarche, c'est pas du tout, bon, est-ce que c'est un tombeau? Oui, non, c'est déjà, comment c'est fait? Avant de vous poser la question, qu'est-ce que c'est? C'est comment ils l'ont fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment une démarche nouvelle, ce qui n'est pas la démarche habituelle des archéologues. Enfin, des archéologues, disons, vous comprenez ce que je veux dire? Je veux pas insulter les archéologues, c'est pas du tout mon objectif. Oui, parce que pareil, il y a archéologues et archéologues, comme il y a boulanger et boulanger. Donc, il y a des archéologues de terrain, puis il y a des archéologues de salon. Enfin, c'est des choses différentes. Moi, j'ai beaucoup de respect, ça va peut-être faire tiquer certains, mais j'ai beaucoup de respect pour les archéologues qui dédient leur vie en étant sur des sites avec des moyens qui sont... Il n'y a pas beaucoup d'argent. L'archéologie, c'est pas le football. Donc, ils n'ont pas beaucoup de moyens pour faire ce qu'ils ont à faire. Et c'est pas simple. Et puis souvent, c'est pas eux qui s'attirent le mérite de leur découverte. Donc voilà, c'est avec j'ai beaucoup plus de sympathie et de connivence avec les gens de terrain, parce que c'est ça qui m'intéresse. Si aujourd'hui on devait refaire une pyramide, on n'appellerait pas un archéologue, on appellerait une boîte de BTP, enfin avec des ingénieurs structures. Et voilà, donc c'est eux que j'ai envie d'aller interroger. Maintenant, dans la révélation des pyramides, j'avais interrogé un tailleur de granit moderne. C'était la plus grosse société de découpe de granit en France, qui était à Laval. Et donc, la critique qui m'avait été faite derrière, c'est de dire, oui, mais lui, c'est un moderne, il travaille avec des outils mécaniques, donc il ne sait pas comment ça a été fait. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers les compagnons, les tailleurs de pierre. Alors, pour l'anecdote, dans BAM, on en interroge un, on nous dit, oui, mais c'est un seul, c'est seulement son avis. Dans Barabar, il y en a 7, on dit, oui, mais ils sont acquis à la cause. Quand on veut pas croire, parce que au bout d'un moment, on se demande si c'est pas affaire de croyance. Quand on veut pas croire, on peut présenter ce qu'on veut. Nous, il se trouve que face à l'absence d'archives, parce qu'on n'a pas d'archives sur tout ça, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire parler les constructions. Parce que comme les constructions modernes, quand on fait quelque chose aujourd'hui, ça raconte, quoi qu'il arrive, ça raconte une histoire. Est-ce qu'on fait des grandes fenêtres, des petites fenêtres? Est-ce qu'on oriente? Est-ce qu'on met des espaces verts à l'intérieur, comme les constructions qu'on fait là maintenant, qui sont beaucoup plus écologiques ou bio, où on va faire des niveaux entiers avec des plantes? Voilà, ça dit que les préoccupations des architectes de maintenant ne sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans, et ainsi de suite. Donc ça, quoi qu'il arrive, quand on construit quelque chose, ça raconte. Et ça en dit, c'est un peu de la sociologie, ça dit qui on est. Si on faisait une pyramide, la grande pyramide aujourd'hui, ça serait un centre commercial avec un parking souterrain, une discothèque, des magasins. Et peut-être un coin. C'est un peu ce que c'est devenu, non? Pas encore. C'est quand même le plus grand 3 pièces jamais construit sur la planète. Et après, l'histoire de la tombe, si, je me suis dit, tiens, c'est une tombe, mais d'où ça vient, ça? Et je me suis rendu compte que ça venait au départ d'Hérodote. Et Hérodote, il est allé sur place, on va dire, plus de 2000 ans après la construction. 2000 ans, ça fait le temps du Christ jusqu'à aujourd'hui. Donc, il est allé là-bas, puis on lui a rapporté que toutes sortes de choses, d'ailleurs. Et le récit est assez drôle parce que on lui a rapporté que, en fait, le pharaon Khéops était détesté par son peuple, qu'il avait amené son pays au bord de la ruine parce qu'il voulait absolument se construire un tombeau gigantesque. Et qu'il avait même, alors ça va encore plus prêter à sourire, prostitué sa fille une pierre contre une passe. Et alors moi je disais en blaguant, il y a quand même 2 millions de blocs. Ça fait pas mal de passes. Puis il dit aussi que la pyramide est aussi haute que large, ce qui n'est pas vrai. Quand on va sur place, on s'en rend assez vite compte. Donc on peut se poser la question de savoir s'il est vraiment allé sur place. Oui, ou même s'il était peut-être déjà ensablé. Oui, effectivement. C'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça. Mais si elle était ensablée, à ce moment-là, le sphinx devait être complètement recouvert par le sable, parce que le site est légèrement en pente. Toujours est-il qu'on est 2000 ans après, et qu'en plus, Hérodote nous dit que la dépouille de Khéops ne se trouve pas dans la pyramide, mais dans une île souterraine, etc. Il dit d'ailleurs que Képhrène est le frère de Khéops et non pas son fils. Aujourd'hui, l'égyptologie parle de son fils. Donc, c'est là qu'il est dit que si ce n'est pas le tombeau, c'est ce qui a été retenu comme étant le cénotaphe, donc une espèce de monument aux morts pour la cérémonie du cas,
qui permet à l'âme du pharaon de rejoindre le royaume des dieux. Donc c'est une cérémonie qu'on fait sur place. Une fois qu'elle est terminée, on récupère la dépouille, on scelle la pyramide et puis on va mettre la dépouille dans une salle funéraire qu'on n'a pas encore retrouvée jusqu'à aujourd'hui. Et donc, si vous prenez l'édition du Larousse, même de cette année, je ne parle pas des manuels scolaires pour nos enfants, moi, que j'ai vu avec les miens, le Larousse va vous dire que la Grande Pyramide est une tombe, comme les autres d'ailleurs. Et si on n'a pas retrouvé de momie dans le coffre, puisque c'est ce qui est objecté la plupart du temps, c'est de dire mais on n'a trouvé aucune momie dans aucune pyramide, c'est parce qu'elles ont été pillées. Mais comment on sait qu'elles ont été pillées? Parce qu'elles sont des tombes. C'est un raisonnement circulaire en fait. On n'a aucune preuve de quoi que ce soit et on n'a aucune preuve que la Grande Pyramide est une tombe et à plus forte raison le tombeau de Khéops ou le cénotaphe de Khéops. Et moi, ce qui m'avait choqué quand je suis allé sur place, parce que j'ai fait 6 ans de lecture d'archéologie académique et d'archéologie alternative, où j'ai lu tout et son contraire. Et donc, j'ai lu avec la plus grande ouverture d'esprit possible, parce que j'étais scénariste, donc capable d'absorber une chose et son contraire en même temps. Et en fait, je me suis rendu compte que, en allant là-bas sur place, qu'il y avait un énorme décalage entre le site de Gizeh et le reste des constructions, des temples qu'on peut trouver en Égypte, qui ont les murs qui sont couverts de hiéroglyphes. C'est magnifique d'ailleurs. C'est magnifique, c'est sublime. En plus, c'était peint à l'origine et c'était peint dans des couleurs avec des bleus et des. Il y a beaucoup. À Karnak. Je suis allé en Égypte il y a quelques années et on voit justement pour le coup plein de tombes qui sont recouverts de peintures, de hiéroglyphes. C'est splendide. Il y a encore des couleurs parfois. Ça devait être sublime. Mais on ne voit pas du tout ça dans les pyramides. Ah non, tout le site de Gizeh est comme ça. C'est très austère. Il n'y a pas de bas-relief, il n'y a pas de bas-relief, il n'y a pas de statue, il n'y a rien du tout. Et l'impression que j'avais eue en rentrant dans la Grande Pyramide pour la première fois, je m'étais dit, mais c'est quand même bizarre, c'est des couloirs qui font 1 mètre sur 1 mètre. À un moment, vous débouchez dans la grande galerie qui fait 50 mètres de long sur 2,50 mètres de large, sur 8,50 mètres de hauteur, qui en encorbellement. Tout de suite, mais à quoi ça sert ça? Donc Jean-Pierre Houdin, l'architecte, on a fait une grue pour monter les blocs. Moi, je me dis, tiens, c'est bizarre de faire une pièce aussi grande de 50 mètres. Pourquoi de sortir d'un couloir de 1 mètre sur 1 et déboucher là-dedans? À la limite, c'est la pièce la plus imposante de l'édifice et qui ensuite nous conduit à la chambre haute avec un système qui serait soi-disant un système de sécurité avec 3 clapets. On arrive dans une chambre qui est entièrement en granit. Pourquoi? Parce que ça serait une demande royale. Le roi voulait du granit, donc on a mis du granit. Alors qu'il n'y a que du calcaire dans les environs du site de Gizeh. On va le chercher à 900 km. Et donc tout ça, c'est... Ça rend vraiment, ça titille la curiosité et on se dit... Alors, deux choses. Pour rester sur la pyramide, mais c'est la même démarche que vous avez en fait à chaque fois, y compris à Barabar, mais on en parlera après. La première, c'est que vous n'affirmez rien. Vous ne dites pas c'est ça, j'en suis sûr. Il n'y a pas de conviction de votre part. Enfin, vous avez peut-être une conviction, mais en tout cas, vous ne la partagez pas publiquement. En revanche, ce qui est très intéressant, me semble-t-il, dans votre démarche, c'est que vous dites il y a un niveau de technicité tellement élevé que... Enfin, déjà, comment explique-t-on cette technique? Quels sont les moyens techniques qui ont été mis en œuvre? Mais c'est certainement aussi un objet technique. C'est-à-dire que on n'a pas cherché que à faire du décoratif, quoi. C'est pas juste pour faire joli. Clairement, si c'est aussi précis, si on a mobilisé tant de moyens, c'est parce qu'il y avait un but qui n'était pas que esthétique ou décoratif. Il y a quand même, on sent ça dans votre réflexion. Oui, c'est pas. Alors, effectivement, on n'affirme rien parce qu'on n'en sait rien. Et que moi, je suis bien content au début de mon travail de recherche, il y a très longtemps. J'étais un individu bien dans la société, bien intégré dans la société avec beaucoup de certitudes. Aujourd'hui, c'était en 99, donc ça fait 26 ans. 26 ans après, j'ai plus aucune certitude et ça me va bien. Je suis pas inconfortable sans avoir les réponses, savoir ce qui s'est passé et comment on a construit la Grande Pyramide. On y va façon enquête policière, en fait. Donc, on est sur une scène de crime, et, qui est la pyramide, et on fait des constats. Et ces constats-là nous amènent à envisager que ça puisse être autre chose qu'une tombe. Parce que ne serait-ce que le fait que le cartouche du roi Khéops ne soit pas répété un certain nombre de fois dans la chambre haute, alors que c'est normalement, on a parlé tout à l'heure des tombes royales, plus le cartouche est représenté de fois, plus le roi est puissant, etc. En tout cas, il n'y a rien, il n'y a aucune inscription, ne serait-ce qu'à sa gloire, quelque part,
dans la pyramide. Et moi, ce que ça m'a donné comme impression, en étant totalement, je vais dire, je ne vais pas dire néophyte, et encore que je trouve ça très bien d'attaquer un sujet en n'ayant pas de formatage préalable, c'est-à-dire en ouvrant toutes les possibilités, c'est que je me suis dit, c'est bizarre, on dirait plus que ça a été fait par des ingénieurs que par des artisans. C'est-à-dire, quand on voit Notre-Dame, quand on voit Ajanta ou Ellora, qui sont des sites indiens, on voit que c'est fait pour le divin. C'est pareil en Inde comme en Égypte, c'est recouvert, les murs sont couverts de bas-reliefs, de sculptures. Il y a des statues du Bouddha, par exemple, pour les temples qui sont bouddhistes. Il y a une destination qui ne fait aucun doute. Et on voit ce que fait l'humain quand il est mu par quelque chose de plus grand que lui et qu'il a envie d'honorer le divin. Il est capable de faire des choses qui sont sublimes, quoi. La cathédrale Notre-Dame, on voit que c'est une construction qui va honorer le divin. Le site de Gizeh, les chambres de Barabar, ça ressemble davantage à, je sais pas moi, une usine qu'un temple religieux. Il y a toute représentation enlevée, il n'y a pas d'inscription, on n'a aucune archive. Et ça aussi, ça pose question, parce que dans la grande histoire de l'humanité, Homo sapiens, le plus ancien spécimen qu'on ait trouvé, à 230 000 ans, la grande pyramide aurait été construite il y a à peu près 4500 ans, hein, si on s'en tient à la chronologie académique. 4500 ans, c'est hier. Et on n'a aucune archive, on n'a rien, alors que les Égyptiens notaient tout le temps sur la médecine, les croyances, etc., toutes les pratiques, la momification, tout, et il n'y a rien sur la grande pyramide. Donc c'est quand même bizarre qu'on ait perdu la mémoire, alors que c'est peut-être un des plus gros chantiers. On a ces fameux papyrus qui nous expliquent qu'on a transporté des pierres jusqu'à Gizeh. C'est le papyrus de Mérer. Alors ça, c'est drôle, parce qu'on est tellement content d'exhiber ce papyrus, et c'est une belle découverte, et c'est super. Ah, c'est très intéressant. Ben oui. Et de quoi elle parle, cette découverte? Et de quoi parle ce papyrus? Il parle du transport des blocs de Parman, donc de la carrière de Toura, qui se trouve à 15 km à peu près du site de Gizeh, de l'autre côté du Nil. Et ce qui devrait interpeller là-dedans, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande pyramide telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est une couche intérieure, ce qui est visible. Elle était recouverte d'un parement de blocs qui venait par-dessus et qui lui donnait ce qu'on voit sur la pyramide de Képhren, tout en haut, un aspect lisse. Elles étaient complètement lisses. Elles n'étaient pas en escalier comme elles sont là. De loin, on les voit, elles sont bien triangulaires, mais quand on s'approche, on voit que c'est comme des gradins. Elles étaient lisses et on imagine blanches, certainement resplendisantes au soleil. Enfin, parce que le calcaire de Toura est blanc, il est beaucoup plus dense, donc il les rendait plus résistantes à l'usure du temps. Là, ce calcaire-là, brun, qui est dessous, il a beaucoup moins de résistance, et il n'est pas sûr que dans quelques milliers d'années, elles soient encore là dans le même état, les pyramides. Elles risquent d'être beaucoup plus dégradées avec l'érosion. Donc le papyrus nous parle du transport des blocs de la carrière de Toura sur une vingtaine d'années, hein, si mes souvenirs sont bons. Et on ne se pose pas la question de savoir, de se dire, il a fallu 20 ans simplement pour les blocs de Parman, mais il y a 2 millions de blocs de pierre, en fait, dans la Grande Pyramide. Les blocs de Parman, c'est juste la dernière couche, c'est pour finir, c'est ce qu'on met tout autour. Il y a à gérer la construction avec les 209 assises. Il y a la structure interne avec, pareil, chambre souterraine, chambre médiane, chambre haute. On ne se pose pas la question de savoir pourquoi il y a 3 pièces pour un seul roi, pour une cérémonie. Enfin, il y a plein de questions qui sont ouvertes là. Et puis même, ça pourrait être de l'entretien. Ça pourrait être une rénovation. Ça fait hurler beaucoup de gens, ça. Mais justement, ça, c'est le cœur de notre démarche. Quand on est, et c'est ce que disait, comment il s'appelle, la table rase, Descartes. Ce qu'il disait, c'est quand on est face à un problème pour lequel on n'a pas de solution, il faut faire table rase de tous ces préjugés, de tous ces a priori, et reprendre le problème à la base, sans avoir l'esprit formaté et sans penser que certaines choses sont impossibles, puisque avec les choses qu'on croyait possibles, on n'a pas réussi à résoudre le problème. Et là, pour le coup, on peut se dire que tout est résolu sur la Grande Pyramide, ou on peut se dire que bah non, ça reste ouvert encore et que c'est pas certain. C'est 2 positions aussi, hein. Il y a des gens qui se satisfont de ce qui a été dit sur la Grande Pyramide et qui sont OK avec ça. Et bon, moi, ça me va aussi, hein. Chacun pense et croit ce qu'il a envie de croire. Maintenant, si on fait table rase,
À un moment, table rase, ça veut dire qu'on va sortir des croyances, que ce soit un monument inspiré par la divinité, par exemple, parce que ça a eu cours au début du 19e. Il y avait des gens qui pensaient ça, qui pensaient que c'était Dieu qui avait inspiré la Grande Pyramide. C'est pour ça qu'on y trouvait des dimensions ou des savoirs qui étaient anachroniques par rapport à l'époque. Ça montrait bien, blablabla. Il y avait même toute l'évolution de l'humanité qui était encodée par la structure interne de la Grande Pyramide. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ou de l'autre côté, on peut penser que on a une croyance qui nous empêche d'envisager autre chose que ce que l'histoire nous donne comme moyen technique disponible à cette époque. Des cordes, de la main-d'œuvre en grand nombre et du bois, et des outils rudimentaires. Et donc, on ne pense pas en dehors de ce cadre-là. Et à partir de là, on essaye de faire rentrer toutes les pièces du puzzle dans un carcan qui est déjà préconçu. Alors ça, il me semble que c'est quand même le point essentiel, parce que c'est quand même le cœur de votre démarche. Parce qu'il faut dire, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas ou ceux qui auraient quelques préjugés comme ça, vu de loin, vous n'avez absolument aucune explication farfelue. On ne parle pas d'extraterrestres qui ont déboulé, qui ont construit des trucs bizarres. On ne dit pas que c'est des demi-dieux qui ont créé tout ça. On est face à des constructions qui sont des constructions humaines, avec d'ailleurs des imperfections, on le voit. On voit que tout ça a été bâti de main d'homme. En revanche, il y a un problème technique. Ça, c'est une évidence. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a un anachronisme. C'est la précision, en fait, l'anachronisme. Il y a la précision, on va y venir juste après, si vous voulez bien. Mais déjà, il y a des problèmes. Ce que vous disiez, le transport des blocs, etc. Enfin, on ne fait pas ça à dos de dromadaire ou sur des petites embarcations comme ça. Il faut vraiment des moyens imposants. Et cette question de la précision, on voit, alors c'est encore plus impressionnant à Barabar, vous allez peut-être nous en dire quelques mots tout à l'heure, des surfaces extrêmement lisses, pas parfaitement lisses d'ailleurs. On voit, il y a parfois des petits machins. Heureusement. Mais oui, non, mais c'est. Donc sinon, ça serait. Non, mais on voit bien que c'est pas. C'est pas des extraterrestres qui viennent de l'autre bout de la galaxie avec des trucs laser ultra pointus. C'est vraiment un truc d'homme avec des petites imperfections, mais c'est extrêmement bien fait. Ouais. Et c'est pas un truc qu'on ferait juste avec du papier de verre en frottant. Clairement, c'est pas ça. Donc, ça veut dire que c'est autre chose. Ouais. Et cette autre chose, c'est ça la clé du mystère. C'est quoi? Après, on peut raisonner par rapport à tout ce qu'on connaît dans la taille de pierre, et c'est ce qu'on fait avec les tailleurs de pierre. Ça fait des milliers d'années qu'on taille la pierre de la même manière. Oui, il faut dire, pour ceux qui n'ont pas vu les films, en fait, vous invitez donc, allez voir les films, vraiment. Ils sont sur YouTube. Et en plus, je tiens à le dire, ils sont très beaux. Enfin, c'est votre métier, vous êtes réalisateur. Mais vous connaissez votre métier. Les images sont très bien faites. Et je voulais vous le dire, le montage aussi, c'est vous qui montez. En partie, ouais. Le montage est très bien fait aussi. Il y a un rythme, enfin, on est pris. Il y a à la fois une qualité d'image, mais aussi une qualité de montage et même de musique. Enfin, c'est très, très bien fait. On est pris, c'est haletant à chaque fois. On ne s'ennuie pas. C'est pour rendre hommage. Ça me semble le minimum, déjà, pour montrer et mettre en valeur ces constructions, parce qu'elles sont toutes sublimes. Et c'est ça aussi, il y a une dimension qui est... Je vois que l'humain, quand il n'est pas occupé à faire la guerre ou du profit à tout prix, il est capable de faire des très très belles choses. Et aujourd'hui, on dit oui, mais aujourd'hui, on pense autrement, on fait autrement. Et la question que je me pose, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus envie de faire des monuments à la gloire du vivant, de la divinité, de je ne sais pas quoi, en tout cas à la gloire de l'humanité ? Parce que quand on regarde ça, on se dit, et c'est incroyable, ça fascine encore, 4500 ans après, on regarde la Grande Pyramide, qui est somme toute relativement simple, ces 4 triangles qui sont collés comme ça, posés dans le désert, et on regarde ça avec une fascination, et tout le monde rêve d'aller là-bas, voir les moailles de l'île de Pâques, aller au Pérou, voir les constructions. Et je me demande, si on continue comme ça, ce qu'on dira de nous dans le futur, les humains du 21e siècle, ils étaient incroyables, regardez ce qu'ils nous ont laissé... des déchets nucléaires, des océans de plastique, ils ont pollué l'atmosphère, ils ont pollué la Terre partout où ils pouvaient la polluer. Qu'est-ce qu'on laisse de grand à nos descendants ? Qu'est-ce qu'on dit sur nous ? Voilà. Donc je me suis interrogé sur ça aussi. Ça fait prendre beaucoup de recul, philosophiquement parlant, on va dire, par rapport à notre société. Et en tant que père, ça m'a évidemment beaucoup parlé. Donc il y a aussi ça en tâche de fond derrière. Et la moindre des choses, c'est d'essayer de le filmer et de le rendre le plus joli possible, ou en tout cas de le restituer dans sa beauté naturelle. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un soin aussi apporté à l'esthétique des films.
Voilà. Ce que je vous propose, parce que je me rends compte que ça fait déjà une demi-heure qu'on cause, ça passe vite. Ouais. et je voulais qu'on passe en introduction de l'émission un petit pour montrer quelques images de ce que vous faites, et notamment de votre dernière expédition. Vous étiez là cet été au Pérou, en Amérique du Sud. Vous allez nous en parler juste après, notamment de ce que vous allez en faire. Mais je vous propose qu'on regarde un petit extrait comme ça, on voit un peu ce que vous faites, et on en reparle juste après, si vous voulez bien. Ok. I have never seen anything to like. I have never heard of anything to like. I think these caves are unique and simply exceptional. Une cathédrale et ses grottes, c'est pas la même chose. C'est moins compliqué à faire la cathédrale que ça. C'est fait dans du granit. C'est quand même un des matériaux les plus durs. Pour moi, c'est pas une grande précision. Hein. C'est d'une extrême précision. On peut refaire une cathédrale avec 300 tailleurs de pierre bien motivés, mais Barabar, c'est actuellement dans la mesure de l'impossible. Prenez n'importe quel pierreux qui vient ici regarder la surface, et il vous dit là il y a un souci de facture entre cette partie-là, voilà, et le reste. C'est tout à fait évident. Que ceci n'ait pas été fait avant nous illustre parfaitement notre position dans cette recherche. C'est ce qui nous a poussé à retourner au Pérou pour le tournage d'une nouvelle série, en compagnie de 3 tailleurs de pierre confirmés, dont un spécialisé dans l'emploi de technologies de pointe. Vous cherchez des réponses, vous aurez encore plus de questions. Mais des questions qui éclaireront d'un jour nouveau ces réalisations et replaceront l'énigme au centre de la réflexion. Ces assemblages sont si complexes et massifs qu'ils défient notre raison moderne et nos technologies de pointe. Tant dans leur conception que dans leur réalisation, ils ne peuvent qu'être le résultat d'une maîtrise absolue. Au même titre que Barabar, pour ceux qui ont déjà aperçu la véritable énigme qu'elle représente. Laissez provisoirement de côté tout ce que vous croyez savoir au sujet de ces murs et plongez au cœur de l'énigme. Vous allez gamberger comme jamais face à une pensée autre qui nous est si étrangère et si inhabituelle qu'elle défie véritablement l'entendement. Jamais plus vous ne regarderez ces sites de la même manière. Bon, beaucoup de questions. Beaucoup de questions, ouais. Alors, les seules certitudes, en fait, c'est sur le côté énigmatique de tout ça. Juste un point, parce que c'est quelque chose qui revient dans votre travail, mais après, je vais vous laisser développer. Là, on le voit très bien dans les images, et on voit tout de suite la première question qui se pose, là, au Pérou. On voit ces immenses blocs taillés vraiment au cordeau, avec des formes hyper particulières, et par-dessus, des toutes petites pierres qui s'amoncellent, et donc on voit évidemment 2 styles de construction, donc il y a clairement 2 styles, 2 époques, mais il y a un truc qui ment pas, c'est que clairement ce qui est au-dessus, ça vient après. Oui, c'est de la donc pure, ce qui est en dessous, c'est plus vieux, mais ce qui est en dessous, c'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus impressionnant, et donc ça veut dire que y avait un truc plus vieux qui est manifestement, techniquement, beaucoup plus compliqué, et qu'il y a un gap quoi, entre deux époques, peut-être 2 civilisations, on n'en sait rien, mais là, ça saute aux yeux. Quoi. Ouais. Ah c'est assez évident. C'est aussi pour ça que j'ai passé autant de temps dans ce sujet. C'est qu'en fait, quand on regarde son croyance avec simplement qu'on essaye de raisonner rationnellement, ça saute aux yeux. C'est assez évident qu'on a une problématique qui se répète un petit peu partout sur la planète, à savoir que les anciens auraient commencé par assembler des blocs énormes sans ciment, parce que c'est plus facile avec du ciment, entre 2 blocs, comme on le fait aujourd'hui. Donc là, on est au Pérou avec des blocs qui font jusqu'à 130 tonnes pour le plus gros, qui ont des formes polygonales. Les faces intérieures sont ce qu'appellent, selon les tailleurs, le terme qu'emploient les tailleurs, c'est des faces gauches.
C'est-à-dire qu'une face droite, c'est une face qui est plane, une face gauche, elle va être courbée ou vrillée. Et donc, on a des blocs qui font 100 tonnes, qui sont un vrai puzzle en 3 dimensions, qui sont assemblés avec une précision qui est en dessous du millimètre, qui fait que la complexité des formes donne 2 choses. D'abord, il y a un ordre d'assemblage très précis. Vous pouvez pas interchanger les places comme nous quand on va faire un mur de parpaing. Si on met 10 parpaings, vous pouvez mettre celui du milieu quand vous voulez, puisque vous connaissez les dimensions. Là, c'est pas le cas. Donc, il y a un ordre. C'est un puzzle, quoi. Ah, c'est un puzzle en 3 dimensions, vraiment. Là, le site qu'on a vu, c'est Sacsayhuaman, c'est 400 mètres de long sur 3 niveaux. 400 mètres. Il y a à peu près 1000 blocs. C'est une estimation. Hein. Nous, on les a pas comptés. On a repris ce que dit l'archéologie. Et ça sur 3 niveaux. Et c'est des blocs. Alors après, se pose la question de savoir d'où ils viennent. Parce que quand vous avez un bloc de 120 ou 130 tonnes, on est dans les Andes, c'est pas la Beauce. On est à la montagne. On est à 3000 mètres d'altitude. Il faut quand même les transporter. Et là, la carrière qui est retenue jusqu'à aujourd'hui, c'est une carrière qui se trouve à 35 km. Donc ça, bien évidemment, ça fait hurler les tailleurs de pierre qui disent non, il faut arrêter, il faut être sérieux. On ne transporte pas un bloc de 100 tonnes sur 35 km. Encore une fois, il faut monter, il faut descendre, il faut tracter. Vous n'avez pas un camion qui va rouler sur une route goudronnée. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc déjà, quand on voit ce que ça représente aujourd'hui, on peut avoir toute la motivation du monde. À un moment, il faut juste être concret. On peut être aussi mystique qu'un bloc de 130 tonnes encastré avec des blocs de quelques dizaines de tonnes. C'est pas du mysticisme, c'est très pragmatique. Et puis en plus, il y a une pente. C'est un truc de dingue. On est parti là-bas au Pérou. Moi, je connaissais les sites du Pérou, mais là, avec cette série, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti avec 3 tailleurs de pierre. Parce que ça a été tellement instructif quand on est allé à Barabar, en Inde, dont on parlera après. C'était tellement instructif avec le tailleur. Là, vous le voyez, le type dit quand on passe sa main, là, on se rend bien compte que c'est flagrant, etc. Ça, c'est un problème qui courait dans l'archéologie depuis plus d'1 siècle. C'est-à-dire qu'on a spéculé sur le fait de savoir si le porche était ajouté ou pas, si tout était fait en même temps, l'entrée et la décoration autour, ou si c'était 2 époques successives. Tout le monde a spéculé sans qu'on ait la réponse. Le tailleur de pierre, il arrive, en 2 secondes. Vraiment, je voulais qu'on l'ait, le pierreux, comme il s'appelle. Le pierreux. Qu'on salue d'ailleurs, parce que, comme les autres aussi. Ouais. Parce que vraiment, ce qui est intéressant dans votre travail, c'est que, il y a des choses qui ne changent pas. La pierre ne change pas dans les milliers d'années, mais les hommes non plus. Ouais. Et les hommes de l'art qui ont cette connaissance comme ça, très... avec le temps, de la pratique d'un matériau, etc., ils savent tout de suite parce qu'ils connaissent leur matériel, ils connaissent leur travail. Et ça n'a pas changé. La pierre est la même, les hommes sont les mêmes. Et en 3 secondes, ils voient tout de suite. Et c'est ça qui est passionnant dans votre travail. D'ailleurs, ça nous amène à une autre question. Parce qu'on parlait de moyens techniques. Vous nous dites, là, on est parti au Pérou avec les 3 tailleurs, 3 pierreux. Moi, j'ai contacté votre équipe avant l'été, avant les vacances. Mais là, vous êtes parti 4 semaines, je crois, 5 semaines. On est parti, on est allé 2 fois. On y est allé l'année dernière avec les tailleurs de pierre. Parce qu'au départ, on devait faire une petite série, c'est-à-dire on allait visiter avec les tailleurs de pierre, faire une visite d'observation. Donc au mois de juin, juillet, août, on montait les épisodes et on sortait 4 épisodes à la rentrée. Voilà, et on allait présenter les sites et voir ce qu'éventuellement on pourrait faire. Et puis en fait, le premier site, les tailleurs ont parlé pendant 4 heures, ils ont vu des tas de choses qu'on n'avait pas vues. La complexité des murs nous a sauté au visage. C'est pas pareil quand vous êtes vraiment avec des professionnels qui ont l'œil et qui voient tout, et qui ont leurs mains aussi, ils touchent, ils connaissent. Donc, et là, on s'est rendu compte à quel point c'était complexe, et c'est drôle parce que c'est l'inverse de Barabar. Barabar, c'est des formes complexes qui sont taillées en négatif à l'intérieur d'énormes rochers de granit. Là, c'est des formes en positif, mais c'est des formes aussi complexes qui se répondent toutes en miroir, et c'est d'une complexité qui est sans nom. Je ne sais pas comment on ferait ça à cette époque. Ça veut dire que ce n'est pas possible, mais ça serait vraiment complexe de refaire la même chose. Donc du coup, on est parti avec eux. Là, on s'est dit, ça a relancé la curiosité et la recherche parce qu'on fonctionne comme ça. Quand on part, on sait à peu près où on va, mais on ne sait pas comment on va y aller. On n'a pas d'idée préconçue. On n'a pas d'hypothèse, si ce n'est qu'on pense
qui a peut-être, ça on le verra, c'est dans BAM pour ceux qui veulent aller voir, qu'il a peut-être, il y a une origine, une source commune à tous ces savoirs, et que c'est pas chaque peuple qui s'est développé de son côté et qui serait arrivé au même résultat parce que l'être humain confronté au même problème trouvera une même solution, c'est ce qu'on nous dit. Donc tout le monde aurait commencé par fabriquer des murs cyclopéens gigantesques avec des blocs énormes pour ensuite finir à la brique de terre crue. Tout le monde serait passé par les mêmes stades et il n'y aurait aucun rapport, il n'y aurait aucune chose en commun entre les différents protagonistes. Et nous, on pense qu'il y a une origine commune et que justement, qu'il y a des tas d'éléments qui plaident pour ça. Quand on sort, on accepte de sortir, du moins provisoirement, de l'histoire et de ne pas se dire que le Pérou, ça date du 15e et les Égyptiens, ça date de moins 3000 avant notre ère, par exemple. Où là, c'est difficile de trouver des correspondances, parce que 3500 ans qui vont être 4500 ans qui vont séparer les deux peuples, c'est compliqué. Et ensuite, on a travaillé toute l'année sur la série. On est retourné au mois de juin parce qu'on a commencé à organiser des voyages qui sont faits sur la thématique des films et qui nous permettent deux choses, c'est de financer nos tournages, parce qu'avant et après... C'était un peu la question que je me posais. Comment on finance parce que là, vous partez, vous êtes avec trois tailleurs de pierre. J'imagine, déjà, il faut payer les frais, il y a des billets d'avion, il y a le logement, il y a votre matériel, il y a les films, enfin tout ça, il y a un coût de production. Vous-même, vous ne vivez pas que d'amour et d'eau fraîche, j'imagine. Oui, j'aimerais bien. On aimerait tous, mais malheureusement. Et puis, bon, il faut payer qui de droit, l'État et tous les autres. Donc, comment techniquement vous fonctionnez moi, j'ai eu votre associé au téléphone pour préparer cette émission. Mais parce que, donc, oui, il y a des coûts. Il faut défrayer tous ces gens. Des films de cette qualité-là, ça ne se fait pas en 3 secondes. Comment ça marche ? Alors, on est totalement indépendant et on tient à le rester parce que ce qui est compliqué, c'est de trouver des gens qui vont accepter de partir sur des projets dont on ne connaît pas la fin, par exemple, parce que c'est de la vraie recherche, parce qu'on n'a pas envie de se faire tenir le crayon par des gens qui viendraient nous dire c'est comme ci et c'est pas comme ça. On a vraiment envie de raisonner librement. Et puis ensuite, après, derrière, on a envie que les droits soient pas bloqués. Et c'est ce qui s'était passé avec un film que vous n'avez pas cité, qui s'appelle Retour sur BAM, qui était un complément de BAM qui avait été coproduit avec une chaîne de télévision. Et quand on a voulu le mettre sur YouTube et sur Amazon, on n'avait pas le droit de le faire. Voilà. Les droits étaient bloqués pendant 3 ans, donc on n'a pas pu le faire. Et résultat, le film ne pouvait être visible que sur la chaîne de télé. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit accessible à tout le monde et n'importe quand. Oui, parce que, par exemple, Barabar, il est accessible gratuitement sur YouTube. Alors, il n'est pas gratuit. Hein. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Il faut le savoir. Il y a de la pub sur YouTube. Oui. Bah oui. À un moment, il faut bien trouver les moyens de financer. Alors, Barabar, il est à 5 € sur notre plateforme. On a une plateforme, nous, qui est un mini Netflix, on va dire, avec tous nos contenus, où on a les films, plus des contenus additionnels, des interviews en intégralité, parce qu'on a beaucoup de contenus et on ne peut pas tout monter dans les films qui sont déjà longs. Donc on fait des packages et ça marche bien. Les gens y vont, ils le font beaucoup aussi pour nous soutenir. Il y en a qui voient le film sur YouTube, qui ont envie de le revoir sans pub, ou qui ont envie de l'offrir à quelqu'un d'autre, ou qui ont envie de nous aider. Et donc ils le font. Après, on a des dons, on a des industriels qui nous aident, qui nous donnent soit du matériel, qui nous payent des études, comme c'est en cours en ce moment, par exemple, avec Barabar, ou qui nous donnent de l'argent carrément pour financer. Et ensuite, on fait des crowdfunding, et là, on est financé par le public, et on a une communauté, et puis petit à petit, ça grossit, parce que les gens se rendent compte qu'on est sérieux, on essaye du mieux qu'on peut de comprendre tout ça sans a priori, et ça les intéresse. Ils savent et ils nous connaissent, ils savent qu'on n'est pas là pour prêcher une vérité qu'on n'a pas. Donc, on est là pour la chercher ensemble, on les fait participer, et ça, c'est super bien. Et puis après, il y a la pub, c'est pas grand-chose sur YouTube, mais ça rapporte un petit peu d'argent. Et dans le temps, et avec d'autres versions de langue, c'est ça, quand on aura plusieurs films, on arrive à avoir un roulement. Enfin, c'est assez précaire, hein. La société, elle est toujours en train de surfer avec sa trésorerie. On est totalement en risque.
Et en même temps, moi, j'adore faire mon métier de cette manière-là parce que la liberté que j'ai en tant que réalisateur, je pourrais l'avoir nulle part ailleurs. Donc voilà, il se trouve que je connais mon métier et en même temps, avec à force, on est devenu un peu chercheur, ou en tout cas, on fait travailler des chercheurs ensemble. Et puis ça donne comme résultat le fait qu'il y en a qui écrivent des livres. Nous, on fait des films. Et après, on arrive à faire des films aussi avec une économie qui est plus réduite que quand on a une grosse boîte de prod. On n'a pas de subvention, donc c'est pas le contribuable qui paye. Et c'est vraiment un projet collectif, en fait, on va dire. Ça, c'est important. Alors, les auditeurs, les spectateurs de Tocsin sont au courant, vu que ce sont eux qui financent Tocsin. Mais vraiment, c'est une chose qu'il faut répéter. Enfin, avant, quand on achetait la presse, par exemple, papier, ce qui n'est quasiment plus le cas aujourd'hui. Enfin, de toute façon, quand on voit le prix d'un journal aujourd'hui, c'est 5 ou 6 euros un quotidien. Mais bon, mettons que, allez, un budget presse, dans le temps, ça aurait dû être quoi ? 2 euros par jour pour un journal, ça fait 60 euros par mois. Écoutez, chers amis, pensez que l'information a un prix, que pour ceux qui ont à peu près les moyens, je ne parle pas de ceux qui sont à l'euro près, mais consacrer 60 euros par mois pour s'informer, c'est pas délirant comme prix. Donc vous vous abonnez à Tocsin, vous faites un petit don, mais vous allez voir Patrice Pouillard, vous sélectionnez 3-4 médias selon leur forme et vous aidez, vous mettez 10 euros là, 10 euros là, 10 euros là. Vous pouvez financer 6 médias, 60 euros par mois, vous faites des dons réguliers. Et honnêtement, c'est le prix de l'information de qualité. Vous le savez. Mais je vous invite à aller voir les films de Patrice Pouillard et de son équipe et de faire la même chose parce que, encore une fois, c'est des produits qui valent de l'argent. Ça coûte, il y a du travail de qualité. Encore une fois, vous avez vu quelques images, allez voir les films, c'est magnifique. Merci. C'est beaucoup 60 euros par mois. Non, mais c'est un exemple, mais parce que j'avais en tête 2 euros par jour pour un journal. Ouais. Après, tout est subventionné. Quand un documentaire... Pas Tocsin. Non, pas Tocsin et pas les médias du net. Et de plus en plus, on fait... ce qui est intéressant avec cette démarche, c'est que on fait sauter les intermédiaires et puis on travaille directement avec le public. Et nous, dans notre manière de distribuer, c'est directement la qualité des contenus qui fait qu'on est rétribué ou pas. Parce que si nos contenus ne plaisent pas, on ne gagne pas d'argent. Et du coup, moi, ça m'intéresse parce que pour le coup, la réussite ou le succès est vraiment basé sur la qualité du produit qu'on fait. Et si je dis ça, c'est pas de manière innocente. J'ai travaillé dans la pub, j'ai travaillé un peu dans la télé, donc je sais comment ça fonctionne. Quand un documentaire archéologique académique passe à la télé, il faut savoir qu'il a été fait en partie avec les impôts des gens et que ça a servi à financer par le système de financement du CNC et tout ça. Nous, on n'est pas là-dedans. Donc, évidemment, ça a un coût et après, de l'autre côté, on fait même du merchandising, on fait des produits comme ça, on se débrouille. On prend tout ce qui passe pour pouvoir produire nos films. Alors, il y en a qui critiquent, ça devrait être gratuit. Moi, je connais personne qui est passionné, par exemple un boulanger qui est passionné par le pain, qui vous l'offre. On aimerait bien offrir. Peut-être demain, on aura un mécène qui viendra nous financer, auquel cas, ça sera encore plus accessible que ça l'est, parce que ça sera sur YouTube, sans pub. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Et après, l'indépendance, elle est importante parce que je me rappelle être allé voir Arte au moment de Barabar, quand je faisais Barabar et je suis allé à La Rochelle voir la personne qui s'occupait des documentaires sur Arte. Et je lui ai présenté le sujet. Et elle m'a dit, mais c'est quoi, elles servent à quoi ces chambres? Je dis, j'en sais rien. Elle me dit, quand vous saurez, vous reviendrez nous voir. Et vous allez chercher, qui est-ce qui travaille dessus au CNRS? Je dis, écoutez, il n'y a aucun archéologue français qui a travaillé sur les chambres de Barabar, c'est des étrangers. Elle dit, trouvez quelqu'un qui est en France qui travaille dessus, vous faites votre synthèse, et puis ensuite, vous venez nous voir avec vos résultats. Et je dis, non, en fait, on est en train de chercher. Elle me dit, mais vous croyez quand même pas que c'est le service public qui va financer vos recherches? Et là, j'étais tellement effaré que j'ai quitté le rendez-vous. J'ai dit, écoutez, on va se débrouiller autrement. Et on s'est débrouillé autrement. Et on a fait le film. Donc, c'est aussi pour ça. J'ai pas envie de perdre mon temps à aller faire des rendez-vous, à essayer de convaincre des gens qui n'ont pas fourni tous les efforts qu'on fournit, nous, chaque jour, parce que c'est notre quotidien de travailler avec tous ces gens-là. Et en plus, je parle de ça. Dans Barabar, on a
la personne qui a le chercheur universitaire qui est Harry Falk, l'allemand, qui est l'indologue qui a le mieux travaillé sur les chambres de Barabar au monde. Donc, s'il n'y a pas de français, on ne va pas mettre un français parce qu'il faut un français. Vous voyez ce que je veux dire ? En plus, c'est un allemand. Ça aurait pu marcher avec Arte. Mais à ce moment-là, on ne savait pas qu'on allait pouvoir travailler avec cette personne. Et puis d'ailleurs, là, maintenant, ça va donner naissance à une publication scientifique de sa part, d'éléments qu'on a trouvés, qu'on va lui donner. C'est ce que j'allais vous dire. En fait, c'est c'est complètement idiot parce que votre film peut susciter des vocations. Précisément. Oui, et puis de toute façon, nos films même font que beaucoup de gens s'intéressent à l'archéologie. Et ne serait-ce que ça, c'est intéressant, parce qu'il y a des tas de gens avant la révélation des pyramides, beaucoup moins de personnes, je dis ça avec un peu de fierté évidemment, mais sans prétention, mais le sujet était beaucoup moins traité parce qu'il était traité simplement par le point de vue d'archéologues ou d'égyptologues du sérail. Et le fait d'arriver et d'apporter la controverse, d'abord c'est ce qui se fait en science, parce qu'il n'y a jamais de controverse dans les documentaires égyptologiques ou archéologiques classiques. Il n'y a jamais quelqu'un qui vient et qui fait le rôle de notre équipe. En fait, il y avait des controverses, je me rappelle un peu plus jeune, c'était notamment sur la méthode de construction. Il me semble que c'est, vous allez me détromper, mais je crois que c'est Bouygues, non pas Bouygues, qui avait financé une grande... Dassault. Oui, Dassault Systèmes, c'est Jean-Pierre Houdin. Oui, mais c'est pas de la controverse, ça. Oui, mais qui avait dit, mais en fait, ça a été construit comme ça, etc. Mais qui présentait une... alors, il disait une théorie, moi je dirais que c'est plutôt une hypothèse, parce que pour moi, une théorie, normalement, c'est une hypothèse sur laquelle on va être en consensus, et tout le monde va dire, ah bah oui, c'est ça, ça fait l'unanimité, ça permet d'expliquer tout ce qu'on voit. Je ne pense pas que cette hypothèse soit suffisamment complète pour expliquer tout ce qu'on voit avec cette pyramide. Et j'espère qu'on aura la possibilité de faire un film sur le site de Gizeh, comme les chambres de Barabar, avec la même approche, le même regard, avec la partie archéologique, la partie technique, et qu'on va tout rassembler pour montrer à quel point le site de Gizeh est complètement dingue. Parce que je pense que c'est la construction, la plupart du temps, et ces constructions-là sont très minimisées. Comme les chambres de Barabar. Ça fait depuis le début de l'émission qu'on parle de Barabar, parce que on a tous plus ou moins quand même une idée de ce que c'est que le site de Gizeh, les grandes pyramides, au Pérou, le Machu Picchu. On visualise à peu près ce que c'est. Je crois que tout le monde a à peu près une vague idée de ce que c'est. En revanche, le site de Barabar, il me semble que c'est vous qui l'avez vulgarisé dans le bon sens du terme. Moi, je ne connaissais pas du tout avant d'avoir vu votre film, que j'ai vu plusieurs fois. Et encore une fois, il me semble, étrangement, je crois que c'est le plus intéressant de vos films. Parce que là, vraiment, on est face à quelque chose qui n'a ni queue ni tête, mais en plus, il n'y a même pas d'archéologie antérieure. On ne sait pas trop. Il n'y a même pas de théorie officielle aujourd'hui sur ce que c'est. Enfin, c'est comme d'hab si c'est des abris pour la pluie, quoi. L'affaire est classée, ouais. C'est ça. C'est des temps de Quechua de l'époque, quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est déjà et ensuite nous raconter un peu votre travail là-dessus? Alors, déjà, je vais inciter les gens à aller voir le film Barabar. Mais vraiment qui est très beau. Donc, notre site, je ne sais pas si vous allez le donner, c'est bam-investigation.com. Et puis là, il y a tous les liens pour accéder à tous nos contenus. Les chambres de Barabar ont a priori 2300 ans. Donc, il y a 2300 ans. Et ça, c'est déduit d'inscriptions qui sont faites en brahmi, qui est une langue qui a été utilisée, employée à cette époque et qui ensuite est tombée en désuétude. Donc ça permet de les situer. Il y a des petites inscriptions qui sont faites sur certaines chambres. Et ces petites inscriptions qu'on a réussi à déchiffrer, on les a découvertes il y a... L'Occident, en tout cas, les a découvertes. Même les Indiens les avaient perdues. Elles ont été enfouies et disparues de la mémoire. Alors peut-être pas des locaux, mais pendant 2000 ans, personne ne les connaissait. Et ce sont les Britanniques qui les ont redécouvertes. Elles ont donc on les connaît, on va dire, en Occident depuis à peu près 200 ans, mais le nombre d'archéologues qui ont travaillé dessus font même pas les doigts des deux mains. Il y a très peu de travail qui a été fait, puisque quand les inscriptions ont été déchiffrées, il était dit que c'était des abris contre les intempéries donnés par le roi Ashoka aux membres d'une secte, les Ajivika. Aussi longtemps que la Terre et que la Lune et le Soleil dureront.
pour se protéger de la mousson. Enfin, je traduis très mal l'inscription, hein, mais c'est globalement ça. Donc des abris contre la pluie. Et nous, la première fois qu'on y est allé, c'était dans le cadre de BAM. On y est allé par curiosité. On avait vu 2 photos des années avant. Et on s'était dit, tiens, il faudrait aller faire un tour là-bas. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, on est parti là-bas. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est quand on a commencé la production de BAM, on savait ce qu'on allait faire et comment on allait explorer, ce qu'on allait raconter. C'est-à-dire qu'on allait raconter le passé. On ne savait pas ce qu'on allait dire parce qu'on n'avait pas les réponses. Mais en tout cas, on savait comment on allait investiguer, aller sur les sites. Et on faisait confiance à ça. Vraiment, pour expliquer, ces lieux, on n'est pas sur des sites monumentaux au sens des grandes pyramides ou du Machu Picchu, etc., ou des grandes constructions de l'île de Pâques. Ce sont des sortes de... C'est des cavités. Des cavités, j'allais dire des cavernes, mais ce n'est pas des cavernes, sauf que c'est taillé... Dans la roche. À même la roche, en plus une roche d'une dureté incroyable, du granit, donc c'est quasiment ce qu'il y a de plus dur. Et c'est extrêmement étonnant, tout est lisse, tout est au cordeau. C'est ça, donc en fait. C'est pas un abri pour la pluie, quoi. Ça on peut l'utiliser comme ça. Ah oui, non, mais ça, oui. Bah oui. On peut dormir dans une Ferrari, c'est pas pour autant que ça en fait une tente. Quand on est arrivé là-bas, on a vu, puisque les parois sont lisses comme du verre, et si après, je peux le dire comme ça, c'est pas simplement une impression, c'est qu'on a passé des outils de mesure et on s'est rendu compte qu'on était à peine au-dessus de la rugosité, c'est ce qu'on dit, c'est le côté lisse d'une surface, on était à côté presque au-dessus de la rugosité du verre. Et les parois étaient inclinées, donc on n'a pas pu les mesurer, c'est pour ça qu'on est allé avec les scans, on est allé avec un scanner. On a scanné les chambres, on s'est dit on va pouvoir les mesurer tranquillement, puisque vous savez, si vous avez les parois qui sont inclinées, vous placez un télémètre d'un côté, le rayon n'étant pas parallèle au sol, il va taper un peu plus bas, donc les mesures ne sont pas très précises, on aurait été obligé de tricher le télémètre, du coup ça n'aurait pas été très professionnel, alors que le scan, il arrose tout. On venait d'entendre parler de cette technologie, et on s'est dit on va y retourner, puis on va le faire. Et là, c'était en plus, j'ai déjà raconté, c'était absolument pas sérieux parce qu'on n'avait pas d'argent à ce moment-là. On était en bout de production de BAM, mais on s'est dit faisons-le. Et de là, la société qui a scanné est revenue vers nous et a dit c'est AGP et Gaël Hamon qui est dans la série Un cas Enigma, qui est partie prenante d'ailleurs dans cette série. Ils sont venus vers nous et ils nous ont dit tiens, c'est drôle, les chambres sont symétriques. Et comment ça, symétriques ? Bah oui, en fait, elles sont symétriques dans la longueur. Donc, vous prenez la partie gauche et vous la superposez sur la partie droite. Et puis, on s'est rendu compte de plusieurs choses. C'est que les angles d'inclinaison des grandes parois et des petites parois n'étaient pas les mêmes. Et nous, les petites parois, on pensait qu'elles étaient verticales. Or, elles sont à 89 degrés. Donc, c'est simplement 1 degré de la verticale des 90 degrés. Mais ça ne se voit pas à l'œil nu. Et les grandes parois sont à 87 degrés, avec quelques dixièmes d'écart sur 5 mètres ou voire 13 mètres de longueur. Et là, on s'est dit, tiens, c'est là qu'en fait, tout a vraiment démarré sur Barabar. Parce qu'on s'est dit, tiens, c'est bizarre, des abris contre la mousson symétriques avec des surfaces polies comme le verre, à l'intérieur de rochers de granit. Mais comment on fait ça ? Mais pourquoi ? D'où ça sort ? Est-ce que c'est facile de le faire ? Bon, là, c'est toc-toc chez les tailleurs de pierre pour dire, voilà, on a trouvé ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pouvez avoir un tailleur qui dit non, c'est pas possible, ça peut pas exister, ça peut pas être comme ça. Tu dis si, regarde les chiffres, c'est ça. Et puis là, moi je me rappelle du tailleur là qu'on voit dans la petite démo. On l'amène, il y a une des chambres qui a une forme qui est incroyable, elle est complètement courbe comme ça quand on la voit de profil. Et ensuite, au bout, elle est complètement en courbe. Ils appellent ça en cul de four, les tailleurs de pierre. C'est l'expression. Donc, c'est comme un chausson. Quand on la regarde dessus, elle ressemble à un esquimau. Et le tailleur, il est dedans et il passe sa main. Et en fait, pour composer cette courbe, on a plusieurs arcs. On a 4 arcs de cercle qui sont mêlés ensemble et qui nous donnent cette courbe avec des rayons différents. Okay ? Rien qu'à faire en 3D, prendre 4 figures, 4... c'est même pas des sphères, c'est ça qui est dingue. C'est encore plus dingue, c'est des ellipsoïdes. Donc, prendre 4 ellipsoïdes qu'on va mêler pour avoir une seule courbe fluide, déjà en 3D à faire sur un ordinateur, c'est un casse-tête. Et là, il passe sa main comme ça, et il dit, j'ai beau savoir qu'ici, il y a une première sphère, entre guillemets, et là, une deuxième, une troisième, et tout ça, parce que j'ai vu les scans, au toucher, je sens rien. Et c'est fait avec une précision qui est juste incroyable, parce que, et c'était la discussion préalable qu'on avait avant de venir, les volumes de ces 5 chambres terminées sont tous en rapport de proportion les uns avec les autres.
ce qui nous démontre une chose, c'est qu'ils ont fait exactement ce qu'ils voulaient faire. Sinon, on ne pourrait pas tomber. Enfin, je ne vais pas le développer ici. Ouais, déjà, ça veut dire que c'est un système. Hein. Donc, on a 5 chambres. Ouais. Donc, en rapport les unes avec les autres. Donc, déjà, ce n'est pas une construction puis une autre. C'est pensé ensemble. C'est pensé ensemble. Elles sont pensées ensemble. Et elles sont conçues d'un côté, évidemment, comme tout objet. Enfin, quand je veux dire elles sont conçues, c'est-à-dire qu'il y a une démarche théorique et ensuite il y a une démarche pratique. Il y a une mise en œuvre du plan et des plans qu'on a fait et une réalisation qui est faite avec le respect du plan, puisque les volumes sont en rapport de proportion les uns avec les autres. Donc comment on peut savoir que les rapports de proportion, les volumes sont en rapport de proportion ? C'est encore une fois de plus les scans qui nous donnent exactement le volume intérieur de vide. Pour bien comprendre à quel point c'est extraordinaire, parce que donc il y a un rapport de proportion, mais sur des chambres qui n'ont pas la même forme. Non, et pas les mêmes dimensions, qui ne se trouvent même pas sur les mêmes sites. Vous en avez une qui est sur un site et l'autre qui se trouve à 1,5 km, et il y a un rapport de 2/3 dans les volumes. Pour comprendre, on aurait une cavité qui aurait une forme de brique. Ouais. Bon, on aurait à côté une cavité, disons, 2 fois plus grande, avec la même forme de brique. Bon, déjà, c'est pas mal. Il y a un rapport de proportion, etc. Mais qui peut se faire sans calcul. C'est-à-dire que Exactement. Si vous avez un parpaing et vous mettez 20 parpaings d'un côté et 30 parpaings de l'autre, vous allez être en rapport de proportion de volume de 2/3. Okay, mais sans faire de calcul. C'est Monsieur Jourdain qui fait de la prose. Mais là, il faut vraiment aller voir le film. Mais vous avez des entrées, puis des pièces au fond qui sont rondes, disons, ou d'autres qui ont d'autres formes. Mais les formes sont différentes, mais pourtant, les proportions sont harmonieuses. Ouais. Et ça c'est incroyable. On va en reparler, parce que Barabar, j'adore ce film, mais on l'a fait vraiment ceinture, bretelle, parachute, petit 1, petit 2, petit 3, petit 1 l'archéologie, petit 2 aussi. Le rapport de scan, c'est une séquence qui fait 5 minutes. On a tout mis. Parce qu'à chaque fois, on nous dit, mais c'est quoi vos sources ? Donc là, on a tout mis dans le film. Au final, ça fait un film de 2 heures qui est bourré d'informations, très dense en informations. Et déjà, je pense que ça aurait peut-être été mieux qu'il soit 2 fois 1 heure ou peut-être 4 fois une demi-heure. Donc, on va refaire, après un cas Enigma, on va refaire une mini-série sur Barabar. Parce qu'en plus, on a de nouveaux développements. Donc, et que c'est, je pense, le site le plus dingue qu'on puisse trouver sur la planète. Qui, à lui seul, quand on le comprend, et pour le comprendre, c'est pas être initié à quoi que ce soit, c'est simplement le regarder avec l'œil de la raison. On est vraiment dans la raison, on est dans les maths, on est dans le granit, on est très pragmatique. Quand on le regarde en toute objectivité, il remet en question une partie de notre histoire. Et c'est là que ça coince. C'est que l'histoire, il faut pas trop y toucher. Et l'histoire est pour beaucoup maintenant, et je sais que là, je suis sur un terrain très glissant, l'histoire, c'est un peu un système de croyance auquel on se rattache pour éviter de se poser certaines questions. Voilà. Non, mais pour mettre les pieds dans le plat, votre travail... C'est ce qu'on vient de faire, là, non, un peu. Mais casse complètement le mythe du progrès. C'est ça. C'est-à-dire qu'on l'a quand même, dans notre époque, depuis la modernité, disons, cette idée comme ça que l'humanité va toujours vers du mieux, en tout cas... techniquement, scientifiquement, je parle pas moralement, hein, sinon ça se saurait. Ouais. Mais là, non, clairement, on voit qu'il y a à minima des ruptures, mais des ruptures qui sont pas du tout c'est pas des petits machins, c'est des gouffres, quoi. Ah oui, c'est des sauts parfois quantiques, on va dire. Ce qui est drôle, c'est que nous, on est vraiment, et pour le coup, je le sais parce que j'ai bossé en pub, on est vraiment dans tout ce qui vient et c'est toujours nouveau. C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'il y a écrit nouveau sur les gels douche, les barils de lessive, etc. Alors, c'est toujours le même produit, on ne va pas se mentir. On change la couleur, l'onctuosité, etc. Mais c'est globalement du savon qui lave du linge, point. Mais on est toujours dans ce culte de la nouveauté et c'est ce qui fait qu'on n'accorde pas beaucoup d'intérêt, je dirais, aux personnes âgées parce qu'elles ne savent pas se servir d'Instagram, elles ne connaissent pas l'IA ou ce genre de choses. Et on a le sens du progrès qui fait que c'était toujours moins bien avant. Et donc, on a une direction qui est profondément imprégnée, qui fait qu'on est passé en quelques milliers d'années, sur les 230 000 ans d'histoire de l'être humain, simplement en quelques milliers d'années, on serait passé de la roue aux nanotechnologies, aux satellites dans l'espace, à l'IA.
Et ça serait sur un crescendo comme ça qui ferait qu'on aurait progressé jusqu'à arriver à l'ultimité, enfin pas l'ultimité du savoir, puisqu'on continue de progresser, mais en tout cas, il n'y a rien dans ce que nos anciens avaient découvert qui pourrait, entre guillemets, changer la face du monde. On ne sait pas comment la Grande Pyramide a été faite, on ne sait pas comment les chambres de Barabar ont été construites, mais bon, elles sont là, puisqu'elles datent d'une époque où on avait nécessairement des moyens rudimentaires, des techniques rudimentaires. C'est que ça a été fait avec des moyens techniques rudimentaires, point, on s'en fout. Et Pouillard, il a beau se poser toutes les questions qu'il veut, il ferait mieux de s'intéresser à la terre qui brûle, à l'avenir pour nos enfants, etc. Et nous, on pense, et c'est pas par un exercice de la pensée, hein, on pense que tout est lié. La manière dont on voit le passé, la manière dont on voit l'être humain, la manière dont on se raconte l'histoire de l'Homo sapiens, conditionne notre présent et conditionne notre avenir. Et il y a un point, c'est très amusant parce que c'est une réflexion que je me fais souvent. Vous avez parlé de ces époques où on pouvait consacrer du temps à faire des belles choses. Moi, quand je vois Notre-Dame ou je ne sais pas ce que le Moyen-Âge a pu produire en Europe, des cathédrales, des abbayes, des trucs magnifiques, on a eu un petit pic de prospérité au Moyen-Âge, et donc il y a eu de l'accumulation de richesses. Et à cette époque-là, qu'est-ce que les gens ont fait avec leurs richesses? Ils ont construit des cathédrales. Aujourd'hui, on construit des banques. C'est des préoccupations de société, c'est pour ça aussi que ce sujet m'a intéressé, ouais, venant de la pub. C'est intéressant quand même. Il y a aussi une chose, bon, de toute façon, je ne retravaillerai plus jamais en pub, donc tout est OK. Quand j'étais en pub, j'ai fait des pubs pour des hamburgers, pour des voitures, pour toutes sortes de choses. On me disait ne prenez pas les gens pour des cons, mais n'oubliez pas qu'ils le sont. Vous vous rappelez du 99 francs de Bec BD, là? Moi, je l'ai vécu, tout ça. Oui. Si vous parlez à quelqu'un comme s'il avait 12 ans, il réagira comme s'il avait 12 ans. Et vous voyez comme la pub est infantilisante, hein, c'est que des slogans qui sont dignes des cours de récré, hein. Là, je le vois, si tu tries, t'as tout compris. Non, mais ça va, j'ai 55 ans. J'ai pas envie qu'on m'explique le tri de cette manière-là, quoi. C'est vraiment prendre les gens pour je pense, des débiles profonds que de venir leur parler comme s'ils étaient des enfants. Je fais une aparté, mais je suis passé chez mes parents, parce que moi, je regarde pas le journal télévisé, ni tout ça. Je trouve ça tellement angoissant. Et il y a d'autres moyens d'avoir de l'information, et puis des informations différentes. Écoutez la matinale de Toxin, voyons. Et donc... j'étais chez mes parents, il y avait le journal télévisé, c'était au moment de la canicule. Et là, il y avait des gens qui disaient « Ah oui, il fait très chaud en ce moment, c'est la canicule. » Il y en a qui ont l'idée de mettre leur téléphone portable dans le frigo. Alors pourquoi il ne faut pas le faire? Je me suis dit, mais c'est pas vrai. Mais on est débile à ce point-là qu'on vienne nous dire dans un journal télévisé qu'il ne faut pas mettre nos téléphones portables dans un frigo. Oui, et puis, aussi quand il fait chaud, il vaut mieux boire un peu d'eau. On n'avait pas eu l'idée de le faire. Les animaux qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas d'école, ils n'ont pas d'université, savent le faire. Et je pense que tous les êtres humains, au fond d'eux-mêmes, savent. Une femelle mammifère qui met au monde sa première portée, elle sait qu'il faut couper le cordon ombilical avec les dents, elle sait qu'il faut manger le placenta pour avoir des forces, elle sait comment elle va s'occuper de ses petits. Et ça, c'est des sujets sur lesquels on devrait s'intéresser. Mais on est dans des sociétés qui sont plutôt infantilisantes, on va dire. Et donc, du coup, la pub en fait partie. La pub va vous répandre un message qui fait que plutôt que d'essayer d'élever les gens, on va niveler vers le bas. Et puis, voilà, on va communiquer de cette manière-là. Et si je vous dis ça, c'est parce que nous, avec les documentaires et cette démarche-là, on a décidé de faire exactement l'inverse. C'est-à-dire de considérer que les gens sont intelligents. Parce que l'intelligence et la culture sont deux choses différentes. On peut être intelligent et ne pas être cultivé. Et à notre époque, on a accès à la culture très facilement avec Google Books, par exemple. On peut avoir accès à plein de livres. Il y en a d'autres, Gallica et compagnie. On peut avoir accès à de l'information. Et justement, comme ce sont deux choses différentes, moi, je pars du principe que les gens sont intelligents quand on sollicite leur intelligence. Et je pense que tout le monde est intelligent. Et tout le monde est curieux. Tous les enfants sont curieux. Avant qu'on leur dise qu'il faut arrêter de se poser des questions. Et moi, c'est ce qu'on m'a répété toute mon enfance, à l'école. Alors c'est très amusant parce que en fait, en préparant cette émission, je me suis dit, mais je vais pas lui dire, je vais le vexer. Mais dans votre démarche, il y a quelque chose de... Ne le prenez surtout pas mal parce que dans ma bouche, c'est un compliment. Il y a quelque chose de naïf. D'innocent. D'innocent, ouais. presque d'enfantin, de se dire, mais oula, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Et avec cette volonté, cette curiosité, quoi, tout simplement, cet émerveillement, parce qu'on voit dans votre regard de caméra, enfin, je sais pas, dans votre regard de réalisateur, qu'il y a quand même c'est admiratif de ce que vous voyez. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'émerveille devant ce qui est complètement banal et qu'on banalise ce qui est merveilleux. On fait exactement l'inverse de... Moi, je regarde la nature comme alors, je suis artiste, je regarde la nature comme une artiste. Ce que je vois dans la nature, je trouve ça sublime. Et je pense que les anciens ont eu la même démarche d'honorer la nature et le vivant en faisant des choses aussi belles. Quand ils assemblent sur la géométrie du nombre d'or, ils font que reproduire des lois, des principes qu'ils supposent exister dans la nature, et puis prendre des roches, de la pierre, l'assembler selon les mêmes modalités que la nature pour transcender et arriver en tant qu'être humain en se disant, voilà, nous, on va témoigner qu'on a compris et tout ça. Je prends la balle au bon parce que vous avez parlé de géométrie, c'est un sujet, peut-être le dernier qu'on va aborder dans cette émission, mais encore une fois, il y a des milliers de sujets dans dans votre travail. Vous avez prononcé ce mot de géométrie, ce qu'on voit alors, notamment au Pérou, mais pas que. On voit apparaître le mètre. Alors ça, c'est quand même extraordinaire parce que c'est compliqué. On trouve une mesure qui est récente. Enfin, le mètre étalon, c'est quelque chose qui date il y a quelques Napoléon, de la Révolution en France. Un peu avant, c'était 1795, je crois, à Méchain et Delambre, quand on a voulu fixer. Ce qui est drôle, ironique, on va dire, c'est que on a bâti la Grande Pyramide. Avec un étalon. Forcément, quand on bâtit quelque chose, on a besoin d'un étalon de mesure. Et donc, on a décidé que là, c'est pour la Grande Pyramide, c'est la coudée royale. Donc, on a fait 10 coudées sur 20 coudées, avec une valeur de coudée, qui est ce que nous disait l'égyptologie, la valeur du coude jusqu'à l'extrémité de l'index, ou du majeur. Et donc, avec cette dimension-là, on a bâti la Grande Pyramide, qui va faire 440 coudées de base sur 280 coudées de hauteur. Au Pérou, pas au Pérou, en Bolivie, sur le site de Pumapunku, on a fait entre le 5e et le 9e siècle de notre ère, on a ça fait partie vraiment de mon questionnement, parce qu'on a des dalles qui font à peu près 150 tonnes de grès qu'on est allé chercher à des kilomètres alors qu'on est à 4000 mètres d'altitude, et sur lesquels on a posé, ou en tout cas c'est ce qu'on voit aujourd'hui, des blocs qui sont faits dans un matériau qui est l'andésite, qui est relativement dur, en forme de hache et très complexe à réaliser. Et dans le film Retour sur BAM, qui est aussi sur notre chaîne, qui est un complément de BAM, le géologue Éric Gontier s'étonnait de comment on fait pour avoir des pans à l'intérieur, des surfaces qui sont complexes, des angles droits, enfin c'est des questions techniques. Mais ce qu'on voit et ce qui saute aux yeux, c'est le côté ingénierie de ça, parce que c'est des blocs, alors ça ressemble à des haches, mais c'est très angulaire, les pierres sont très précisément planes, tout a l'air d'être assemblé comme un jeu de Lego. Oui, non, il faut dire quand même, parce que pratiquement, si on veut y aller à l'intérieur avec un burin, en fait, on n'a pas l'espace, il n'y a pas les angles. Avant ça, on ne peut pas y aller sans un métal dur, sans de l'acier. Sinon, on est obligé d'abraser. Et quand vous abrasez, vous ne pouvez pas obtenir des angles aussi précis, des angles internes qui sont aussi précis, qui sont des angles droits avec des surfaces parallèles, etc. Donc ça, c'est taillé. Et avec des ciseaux, on peut le faire. Seulement, reste la problématique des outils. Là, on est entre le 5e et le 9e siècle. Et les Incas, qui sont arrivés 1000 ans plus tard, eux, déjà, ils ne connaissaient pas le fer. Ils n'avaient pas le fer, ils n'avaient pas l'acier, alors qu'ils représentaient la quintessence de tous les peuples. Donc déjà, on se pose la question sur ça, mais le problème, c'est que quand on mesure, on s'aperçoit que le bloc fait 1 mètre de hauteur, 22 cm, 30 cm. Mais quand on dit 1 mètre, c'est 1 mètre. C'est pas pile. Un mètre machin. J'y vais avec... Il y a une séquence là qui se passe, je fais quelque chose d'interdit, c'est-à-dire que je profite du fait que le garde ait le dos tourné pour rentrer sur le site et aller mesurer ce bloc. Pourquoi ce bloc en H ? Parce que c'est le mieux préservé de tous. Et je vais le mesurer, je pose le télémètre et on a monté, même la séquence, elle existe toute seule sur notre chaîne YouTube. Donc on voit que c'est pas truqué, de toute façon je vois pas comment je pourrais truquer un télémètre. Mais bon, j'arrive, je pose le télémètre, je mets un support en haut comme ça, et puis je mesure et paf, et ça affiche 1 mètre pile, 22 cm, 30 cm. On mesure d'autres blocs et on se rend compte qu'on tombe à 1 mm près, on tombe sur des dimensions en système métrique.
on se rend compte que deux archéologues allemands, Stubel et Hull, en 1892, ont fait exactement le même travail que nous. Ils ont mesuré 4 blocs et ils précisent ce qu'on n'avait pas fait, c'est que c'est pas simplement la hauteur des blocs, c'est la largeur aussi. Ça fait 1 mètre pile. Et ils ont mesuré 4 blocs et ils ont noté les dimensions. Ils ne se sont pas posé de questions. Ils ont noté, ils ont mesuré en mètres parce que c'est des Allemands, donc ils étaient en système métrique. Ils ont consigné ça, mais ils n'ont pas remarqué les conséquences de ça. Nous, on marque les conséquences. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà vu la présence du mètre dans la Grande Pyramide. Donc là, je ne vais pas revenir là-dessus. J'invite les gens à regarder ça dans BAM et à se poser la question de cette question du mètre qui est aussi développée dans Retour sur BAM. Et là où ça pose problème, c'est quand une des chambres de Barabar, c'est pareil, il y a un ingénieur géomètre et topographe qui est un étudiant universitaire qui a travaillé sur le film et qui a travaillé sur les chambres de Barabar, qui a travaillé sur les scans, qui a consacré un été entier à analyser toutes les données. Il connaît très bien à la fois les logiciels, toutes les techniques. Il s'appelle Bertrand, que je le salue, et vous le verrez dans le film Barabar. À un moment, il arrive et puis il dit « Bah oui, mais moi, quand je fais mes mesures, je me rends compte que ça fait 11 mètres de longueur, 6 mètres de diamètre au sol, 2 mètres de hauteur, 3 mètres de rayon. La voûte fait 3 mètres de rayon, donc 6 mètres de diamètre aussi. » Et que il est très embarrassé. Hein, il tourne comme ça, il ne sait pas comment le dire. En fait, les dimensions principales de cette chambre s'expriment en système métrique. Les chambres de Barabar, c'est 2300 ans, okay, moins 300 avant notre ère. Le site de Pumapunku, ce serait entre le 5e et le 9e siècle. La Grande Pyramide, ce serait en moins 2750 à peu près avant notre ère. Okay, donc 4750, personne n'est vraiment sûr, mais ça tomberait là. Et au moment où on décide de déterminer le mètre, pour avoir une mesure commune à tous, pour éviter qu'il y ait dans les transactions, on ait des variations, donc on décide de faire une mesure et d'unifier. On part d'une très belle idée. Quelle est la mesure commune à tous les humains ? C'est la circonférence de la Terre. Donc on va prendre la circonférence de la Terre, on va dire que notre unité s'appelle le mètre, et on va dire qu'un tour de la Terre, ça fait 40 millions de mètres. Voilà. Pourquoi c'est comme ça ? J'en sais rien, c'est ça qu'on décide. Et de là, on trouve une dimension. Donc Méchain et Delambre qui vont mesurer de Barcelone jusqu'à Dunkerque, qui vont faire des triangulations, c'est de la topographie. Ils vont nous déterminer une valeur de mètre qui n'est pas exactement. Et au moment où ils fixent le mètre à cette dimension-là, qui aurait pu être celle-là, qui aurait pu être celle-là, c'est au moment où ils fixent ça, au hasard, la Grande Pyramide a des dimensions qui s'expriment à la fois en coudée royale et en mètres. Les blocs du site de Pumapunku font 1 mètre de hauteur sur 1 mètre de largeur. La chambre de Barabar fait 11 mètres, 6 mètres et... Ah, c'est incroyable, c'est rétroactif, vous voyez ce que je veux dire ? Oui. C'est une coïncidence extraordinaire, ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se dit, le hasard fait bien les choses, et puis on tourne la page, on passe à autre chose ? Ou est-ce qu'on se dit que peut-être on a redécouvert, ou peut-être qu'on le savait même, on savait et c'était hérité de la royauté. C'est ça la question. Parce que ce que j'ai oublié de dire là-dedans, et après j'arrête, je vous en prie, c'est que quand on a déterminé la quine royale, donc là, c'est directement au Moyen-Âge en France, par exemple. Donc la quine royale, c'est un assemblage de 5 mesures avec une coudée. Et on a une coudée royale médiévale qui fait exactement la valeur de la coudée royale égyptienne employée dans la Grande Pyramide. Attention, parce qu'il y a des coudées qui varient, etc. Nous, on parle de la Grande Pyramide. C'est exactement la même. 3500 ans après. Donc là, vous vous dites, peut-être que cette connaissance s'est transmise. Peut-être que la royauté, quand elle est venue imposer la quine royale, puisque c'est ce qu'elle a voulu faire bien avant Napoléon, elle a voulu imposer un système de mesure un peu partout, parce que chacun avait sa propre quine et son propre jeu de mesures, de pieds, d'empans et de coudées. Et donc, ils ont fixé une quine royale avec une coudée royale à 52 cm 36 et un empan à 20 cm. Mais cet empan va faire 20 cm quand on va déterminer que le tour de la Terre, divisé en 40 millions, fera 1 mètre et qu'on va mettre en place le système métrique. L'empan va leur valoir 20 cm, ce qui fait que 5 empans font 1 mètre. Encore un hasard de plus. Et ça, personne ne l'aurait vu. Au moment où on a changé les mesures en disant maintenant, on va être en système métrique, les gens vont dire tiens, c'est bizarre, 1 mètre, c'est pile 5 empans. Et ça fait beaucoup de coïncidences. Et moi,
Je suis réservé avec le hasard parce que pour moi, le hasard, c'est un peu un dieu qui ne dit pas son nom. Et c'est tellement facile d'imputer ça au hasard et un hasard ici, un hasard ici, un hasard ici, un hasard ici, plutôt que de regarder rationnellement et de se dire en fait, et si on avait oublié ces choses-là? Oui, d'autant que ça ne semble pas totalement absurde qu'on se dise, bon, bah, on a besoin d'une valeur de mesure aujourd'hui. Après tout, il y a une mesure qu'on connaît à peu près, qui a servi déjà, on reprend la même. Enfin, ça ne semble pas délirant comme raisonnement. Non. Alors, je pense que ça a peut-être pu coincer. Alors, ça, c'est la pure spéculation. Après la Révolution, au moment où il a fallu absolument, puisqu'on a changé de régime politique, et il a fallu absolument se débarrasser de la royauté et atteindre à son prestige. Ouais, moi, je ne suis pas royaliste, hein, c'est pas mon propos ici, mais... Et donc, du coup... en tout cas, marquer une rupture historique. Marquer une rupture. Et donc, du coup, avoir tendance à faire ce que font tous les vainqueurs, hein, c'est-à-dire déprécier son vaincu. Et à partir de là, ne pas dire que finalement, le maître aurait pu être hérité, ou en tout cas, on aurait pu savoir que les Égyptiens anciens avaient utilisé déjà un système de mesure, qu'ils avaient des connaissances, et garder ça sous le boisseau et le transmettre de manière peut-être discrète, mais parce que je pense que le peuple en avait un peu rien à faire de savoir quelle était l'origine du maître. Voilà. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Et que donc, du coup, au moment de la Révolution, on n'a peut-être pas voulu donner cette information-là parce que ça aurait été faire une filiation entre l'Égypte ancienne et la royauté qui n'était peut-être pas la bienvenue à ce moment-là. Ça, c'est une supposition. Mais dans ce sujet-là, ce qui est intéressant, c'est que on est sur l'archéologie. L'archéologie touche l'histoire la politique, et ainsi de suite. Et ça, c'est ce dont on parle aussi dans la série Inca Enigma là, sur le Pérou, qui sortira l'année prochaine. Et c'est très, très, très intéressant de voir ce qui s'est passé avec les Incas et avec les habitants de l'Amérique du Sud. Et de voir comment on s'est comporté et ce qu'on a fait pour déprécier leur histoire. Et puis, et surtout, parce que c'est quand même un des plus gros hold-up de notre histoire, hein, l'équipe de Pizarro, des Conquistadors, a récupéré 6 tonnes d'or et 12 tonnes d'argent. 6 tonnes d'or, c'est à peu près 600 millions d'euros. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Qui a été récupéré, un 5e a été récupéré par Charles Quint. Et Charles Quint s'en est servi pour rembourser des dettes qui étaient des dettes contractées à cause de guerre auprès d'investisseurs indépendants. Et grâce à l'excédent, il a pu financer d'autres guerres. Et ça, c'est directement des objets Incas qui ne se servaient pas de l'or comme une richesse, c'était simplement pour honorer les dieux. Ils faisaient des masques, ils faisaient toutes sortes de choses, des objets avec. Et c'est Atahualpa, un des 2 héritiers de l'Empire Inca, qui a négocié sa libération contre le fait de remplir une salle à cette hauteur-là. Il a montré, il a dit je vais remplir cette pièce d'or là, et 1 fois d'or et 2 fois d'argent. Donc voilà les dessous de cette histoire, et tout sera développé dans la série, et on verra où ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est pas de pointer les méchants et les gentils, hein, parce que je crois qu'il est temps qu'on sorte de ça, hein, l'axe du bien, du mal, on voit où ça nous a mené. Toutes les personnes qui ont voulu faire le bien sur la planète, l'histoire nous démontre que ça a toujours été le contraire, ça a toujours été une catastrophe. Donc, je pense qu'il vaut mieux faire confiance à tout le monde en se disant que s'il y a quelque chose de bien, ça peut émaner de n'importe où, de n'importe où et de n'importe qui. Et c'est quelque chose que naturellement on pourra reconnaître, hein, que le bien se fait jamais par la force et en secret. Je pourrais développer tout ça, mais chacun réfléchira à ça. Et du coup, de se dire que c'est pareil, les Incas n'étaient pas des tendres. La noblesse Inca, c'était une élite qui était détachée du peuple. C'était pas nécessairement les Incas, des gens qui sacrifiaient à tour de bras leurs victimes en haut de temples. Hein. Il y a toute une diabolisation qui est faite justement par l'Église. Il fallait absolument que ce soit des sauvages sanguinaires,
pour qu'on ait le droit de leur prendre leur terre, de leur... Après, il y a eu des problèmes politiques. Enfin, on sait qu'il y a beaucoup de tribus qui sont alliées avec les Européens. Enfin, je veux dire, c'est pas 300 Européens qui ont mis à terre un 200. empire ou 200. Ouais. Non, c'est parce qu'il y avait déjà une guerre civile. Exactement. Et l'Empire Inca, qui comptait 12 millions de personnes, qui avait été un amalgame. Alors, on ne sait pas bien, parce que malheureusement, on n'a pas d'écrits. Tous les écrits qu'on a sont post-coloniaux, après l'invasion espagnole. Donc, ils sont forcément filtrés par l'autorité à ce moment-là. On sait qu'il y a eu un amalgame qui a été fait de populations très différentes et sur des territoires très, très grands par l'élite inca, qui était, elle, assez déconnectée de son peuple, et qu'il y a eu une guerre fratricide entre deux enfants, un légitime, puisque épouse de la première femme de l'empereur, et le deuxième qui était un bâtard, entre guillemets. Ouais, donc des problèmes qu'on a pu connaître en Europe aussi. Exactement. Comme quoi l'humanité est la même partout. Exactement les mêmes. Et là, pour le coup, oui, tous les humains sont les mêmes sur la planète, ça c'est clair. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une guerre civile, et en fait, les Espagnols sont arrivés à ce moment-là, au moment de cette guerre civile. Donc, du coup, les Incas ont une partie de la noblesse qui était pour l'héritier qui avait été tué, d'ailleurs. On fait alliance avec les Espagnols et ainsi de suite. Donc, c'est pas le but, il n'est pas de pointer les gentils, les méchants. Je pense que le temps n'est plus à ça aujourd'hui. Je pense que c'est justement de comprendre ce qui s'est passé, ce qu'on a pu faire et ce qu'on a été capable de faire. Moi, personnellement, j'ai jamais pratiqué ce genre de choses. Et c'est pas parce que je vis en France et que la France aurait pu avoir des colonies, des choses, que je suis responsable de ça. En revanche, demain, je peux décider de ne pas m'inscrire dans une telle démarche. Et c'est pour ça que je pense que si on continue le chemin, alors là, pour le coup, c'est parce que forcément ce sujet incite à réfléchir à l'avenir et à ce qui pourrait se passer demain. Mais je pense qu'on n'a jamais obtenu la paix en faisant la guerre. Et que ce n'est pas en imposant un système de pensée ou une croyance au monde entier qu'on arrivera à quelque chose et qu'on arrivera à vivre décemment sur cette planète. Voilà. Bon, et pour conclure, elle sort quand, donc, cette série? Elle est prévue pour, je pense, mai ou juin de l'année prochaine. Il nous reste encore pas mal de travail. Ça devait être 4 épisodes, on est à 9 épisodes là. Parce que vraiment ça en vaut la peine et c'est incroyable, et on a beaucoup travaillé pour ça. Donc on est allé fouiller toutes les publications archéologiques, scientifiques. On a fait nos propres travaux de notre côté, et ce qu'on a à présenter, c'est vraiment intéressant. Pour moi, je suis hyper content. Le format série, c'était la première fois, donc il nous faut encore du temps pour qu'elle soit bien comme il faut, qu'on ait le temps de la voir, de la revoir. Le plus difficile dans tout ça, c'est de trouver les bons mots pour se faire comprendre, pour pas qu'on puisse les tordre après pour dire ils ont dit ceci, ils ont dit cela, voilà, et présenter les choses de la manière la plus accessible possible, parce que ça aussi c'est important. Écoutez, Patrice Pouillard, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. On aura peut-être l'occasion de vous réinviter au moment de la sortie de la série, peut-être, pour venir en parler et puis voir sur pièce. Merci encore, vraiment, j'invite nos amis auditeurs, spectateurs à aller voir vos films. Je le répète, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est passionnant, c'est très bien réalisé, vous ne perdrez pas votre temps. Donc allez-y. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous d'avoir écouté. Les films sont sur Prime aussi. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Sur Amazon Prime. Et rappelez le nom de votre site avant de Notre partir. site, c'est baminvestigation.com ou bâtisseurdel'ancienmonde.com, ça arrive au même endroit. Eh bien, rendez-vous là-bas, chers amis auditeurs, et à la prochaine.